Salut tout le monde, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire le débrief de la 10e étape de cette Vuelta 2022 contre la montre entre Elche et Alicante, dans le bon ordre, c'est mieux, avec une étape qui se finissait le long de la mer après une première partie où on allait face à la mer, puis ensuite on tournait et on longeait la mer pendant cette étape. Ça a été une démonstration de Remco Evenepoel. On va faire le bilan des Bleus top flop. Ça va être une vidéo un peu plus courte que d'habitude pour une raison extrêmement simple. C'est que sur le contre-la-montre, j'ai beaucoup moins de choses à dire vu que là, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de stratégie, pas énormément. C'est à la pédale que ça se fait. Donc voilà, j'ai moins de choses à analyser que sur une étape, on va dire, un peu plus traditionnelle sur un contre-la-montre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, s'il y a des coureurs dont on ne parle pas dans cette vidéo également. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à aller sur TikTok, où vous avez le débrief express, on va dire, de l'étape en 2 minutes 45, 3 minutes. Grand maximum, parce que de toute manière, vous êtes bloqué à 3 minutes sur TikTok pour cette étape-là. Et normalement, ça sort vers 18h10, 18h15, grand maximum. Étape contre la montre, comme on en voit maintenant beaucoup trop, c'est-à-dire les contre-la-montre individuelle d'une trentaine de kilomètres tout plat où il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire ce temps d'effort-là qui est d'une demi-heure à peu près, parce que c'est bon, là c'était un peu plus, c'était 33 minutes pour les meilleurs, mais ce temps d'effort-là, je le vois tout le temps. Donc ça me passionne plus énormément. Ça me passionne même plus du tout, en fait, parce que je ne vois que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de... Les prologues, il y en a maintenant très peu au niveau du cyclisme. Et des longs chronos, il y en a très peu aussi, parce que le plus long que j'ai vu cette année, c'est le chrono du Tour de France, mais c'était que 43-44 km. Et puis maintenant, il y a quand même énormément de contre-la-montre qui arrivent en fin de grand tour et où plus personne ne les fait à fond. Le contre-la-montre est devenu une discipline beaucoup moins importante qu'elle ne le fut dans les années 2000, ce qui est un petit peu dommageable. Mais peut-être parce qu'il faudrait remettre des contre-la-montre un peu plus longs. Ce format-là, vraiment de 30 minutes, je le vois tellement dans l'année que bon, ça me passionne pas énormément. Là, ça m'a passionné un peu plus parce que déjà, moi, il y avait la bagarre pour le général, mais surtout la performance de Remco Evenepoel, parce que quand je l'ai vu prendre tout de suite 24 secondes d'avance au premier intermédiaire, je me suis dit, ah, c'est bien, mais est-ce qu'il n'est pas parti trop vite? Est-ce qu'il va tenir pendant les 30 km? Et puis il a tenu parce que comme autour de l'Algarve, il a fait une démonstration. Il a été impressionnant sur ce contre-la-montre. C'est presque frustrant de se dire que c'est Yves Lampaert et Wout van Aert qui seront championnats du monde et pas Remco. Parce que sur le contre-la-montre, coller 48 secondes à Primoz Roglic, alors certes, c'est peut-être pas le Primoz Roglic du Dauphiné ou du dernier Tour de Romandie, ou non, il n'était pas sur le Tour de Romandie, mais de Paris-Nice, c'est peut-être pas le Roglic de cette période-là, ça reste quand même Primoz Roglic. Alors que les 48 secondes sur Primoz Roglic sur un chrono, c'est costaud. C'est très 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 costaud. Simon Yates c'est quand même à 1,42. Henrik Mas à 1,50 et un Almeida est à plus de 2 minutes. Alors certes, il y a les 10-15 secondes où il s'est raté, mais ça veut dire qu'Almeida prend 2 minutes aujourd'hui. C'est impressionnant ce qu'a fait Remco Evenepoel. Alors, est-ce qu'il a tué la course? Si. Yates, il peut plus gagner le Tour d'Espagne. Voilà, à 4,50, je vois pas. Faudra qu'Yates, donc déjà, reprenne 4,50 à Remco Evenepoel. Donc, il faut vraiment créer Evenepoel ait une défaillance. Et en plus, il faut qu'Evenepoel ait une défaillance, mais il faut qu'il arrive à reprendre 2 minutes sur Roglic, 1,50 sur Mas et pareil sur Rodriguez. Donc, ça me semble impossible. Rodriguez, ça commence à devenir quand même extrêmement compliqué aussi, en sachant qu'il a 3,55 de retard. Donc, maintenant, ceux qui peuvent vraiment jouer la gagne encore, c'est Roglic et Mas, mais alors il va falloir quand même que Remco Evenepoel ait un coup de moins bien.
à partir de maintenant. Il a un pécule d'avance où maintenant il peut quand même un petit peu voir venir. Ça ne veut pas dire que ça va être facile pour Remco Evenepoel, mais là, les écarts sont quand même assez importants. Et puis surtout, on ne voit pas de faiblesse pour le moment de Remco Evenepoel. Alors, j'ai envie de dire que pour voir un peu de fatigue et de la faiblesse, normalement, c'est à partir de l'étape 14-15, donc Sierra Nevada. Mais je dirais qu'à part s'il se plante désormais sur l'étape de la Sierra Nevada, donc qui sera l'étape numéro 15, s'il ne se plante pas là, sur cette étape-là, c'est fini. La dernière semaine, ça sera emballé, c'est pesé, quoi. C'est désormais là où va falloir voir s'il va réussir, c'est-à-dire ce prochain week-end, mais surtout la Sierra Nevada. Après, en plus, la dernière semaine, elle n'est pas si difficile que ça, hein. Il y a des étapes où ça peut partir en échappée, hein. Je pense notamment, je crois, à l'Alto del Piornal, ça peut peut-être partir en échappée, donc c'est là où ça peut être inquiétant, mais au-dessus aujourd'hui. Au-dessus, Remco Evenepoel, intouchable dans cette étape. C'est pour ça que j'ai mis, pour le classement d'étape, j'ai mis 11 sur 20. D'un côté, bon, j'ai pris un petit peu de plaisir. J'aime bien le contre-la-montre, mais je suis déçu parce que c'est toujours ce même format de contre-la-montre que je vois trop souvent. Et puis, j'ai peur que Remco Evenepoel, il ait un peu tué la course au niveau du général. Alors, comme je dis toujours, il n'y a pas que la bagarre pour le général dans un grand tour. Mais là, il n'y a pas eu vraiment suspense sur cette étape, hein. Le suspense, il a duré 10 secondes. Une fois qu'on a vu le temps de Remco Evenepoel, ok. C'était de savoir si Remco allait tenir. Donc voilà, c'est 11 sur 20, mais en même temps, je suis pas surpris que Remco ait fait un bon chrono. C'était vraiment pour spécialistes, c'était pas très technique. Donc quand vous aimez mettre du braquet, c'était le contre-la-montre idéal pour Remco. Et c'est pour ça qu'il a été très performant, parce qu'il a pu mettre le braquet qu'il souhaitait. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Alors, du côté du bilan des Bleus, énorme chrono de Rémi Cavagna. 1 minute, c'est bien, déjà par rapport à Remco Evenepoel, Remco Evenepoel, ce qu'il a fait aujourd'hui. Troisième place, et il a été devant pendant très longtemps. Mais surtout, 12 secondes de Primož Roglič. Sur 30 bornes, ça veut dire que tu as perdu moins de 5 dixièmes au kilo par rapport à Roglič. Donc on est sur un très bon chrono de la part de Cavagna. Et puis si on regarde par rapport à Simon Yates, il fait très bien. Par rapport à Juan Denys, bien entendu. Par rapport à d'autres coureurs, il a fait vraiment un très grand chrono. Je ne sais pas s'il avait coché cette étape-là en particulier, Rémi Cavagna. Peut-être. Bon, après, il savait qu'il devait savoir qu'il y avait Remco, mais il a permis également, je pense, d'avoir des bons temps de passage pour Remco Evenepoel. C'est vrai que quand vous avez un coéquipier comme ça qui part largement devant vous, ce que faisait Cancellara, ce qu'on fait d'autres leaders comme ça du contre-la-montre à leur leader pour le général, c'est de donner des indications, des points de repère. Et donc, c'est ce qu'a fait Rémi Cavagna. C'est un très bon chrono. Pourtant, j'ai été assez critique avec lui sur les chronos cette année, mais 54 à l'heure en plus, c'est pas mal aussi. Sur un parcours comme ça, où il y avait un petit peu de vent de face sur la première portion, sur les 10-12 premiers kilomètres. Donc vraiment, très bien ce qu'a fait Rémi Cavagna. La différence avec Roglič, elle se fait surtout sur la fin de parcours, elle se fait sur le dernier intermédiaire. Jusqu'aux 2 premiers intermédiaires, le match est assez serré, et sur le troisième, c'est là où ça se complique un petit peu sur la 3e section pour Rémi Cavagna. À lui maintenant de travailler les fins de contre-la-montre s'il veut espérer faire mieux. Mais c'est en passant le temps de Remco Evenepoel, c'est le 3e chrono le plus rapide de l'histoire de la Vuelta, en sachant que le premier était un prologue. On poursuit avec Sivakov. 1,27, très bon chrono aussi de la part de Pavel. Il reste quand même présent au niveau du général pour Ineos, parce qu'il est 9e désormais Sivakov à 7,06. Mais la 7e place d'Almeida n'est qu'à 20 secondes. Donc c'est pas très loin.
Il reste là également parce que sur le classement du meilleur jeune, il est 5e, en sachant qu'il y a beaucoup de jeunes cette année dans ce classement, sur cette Vuelta, contrairement à d'autres courses. Mais surtout, il permet à Ineos de prendre la première place du classement par équipe. Alors vous allez me dire, le classement par équipe, c'est pas grand-chose. Oui, ça apporte quand même de l'argent à la formation et donc des primes de course qui peuvent être redistribuées. Et puis, ça montre également la puissance quand même d'un collectif. Et ça montre la solidité d'une formation. Ça peut être un objectif pour Ineos, en sachant que la gagne sera quand même difficile à aller chercher et le podium est plus simple pour Rodriguez, mais bon, il va falloir quand même cravacher. Mais pour Sivakov, vraiment, il a fait une très très belle performance. Il est repassé devant Gegenhardt. Alors, avec Gegenhardt, l'écart est assez réduit. Mais c'est bien ce que fait Pavel en ce moment. 7,06. Pour le moment, c'est une première semaine très bien réalisée de la part de Sivakov. Puis avec des montées peut-être un peu plus régulières, ça va peut-être un peu mieux marcher pour Sivakov sur la suite de cette compétition. Et puis, troisième coureur top, c'est Ben O'Connor. Ben O'Connor qui fait... pardon, j'ai des bailloux intempestifs, qui fait une très belle performance, 12e temps, 1,53, pareil que Fred White, devant Almeida, devant Ayuso, devant Rohan Dennis, devant Dylan Van Baarle, par exemple chez Ineos, devant Alex Kirch, pas très loin de Ed Byrne et d'Henrik Mas, pas très loin également de Miguel Andrén Lopez, de Gegenhardt. Il est à moins de 10 secondes de Gegenhardt. C'est bien, c'est très bien ce qu'a fait Ben O'Connor. Vraiment un beau chrono. Et puis, ça, alors déjà, c'est important même pour l'année prochaine. Imaginons qu'il se plante en montagne, il se dira oui, mais maintenant sur le chrono, je sais que je perds plus tant de temps que ça. Et c'est intéressant également pour Ben O'Connor parce que ça le remet quand même. Dimanche, ça a été compliqué pour Ben O'Connor, il perd beaucoup de temps, mais là, ça le remet dans une posture où je me remets la tête à l'endroit, je me remets avec un gros objectif pour le général de nouveau. Donc ça, c'est important également pour le coureur, australien. Donc c'est vraiment bien ce qu'a fait Ben O'Connor aujourd'hui. Il peut être content de sa performance. Et puis je termine avec Bruno Armirail. Depuis les championnats de France du chrono, c'est pas la folie à Armirail. J'avais déjà été un petit peu inquiet parce qu'au Tour de Pologne, je crois me rappeler qu'il n'avait pas fait un grand chrono. Cavagna avait fait un peu mieux que lui. Mais surtout, je pense que c'est un coureur, je suis pas sûr qu'il reste chez Groupe. Alors, il a un contrat jusqu'en 2024 chez Groupama. Faudra voir pour la suite. Si y a une autre équipe qui veut de Bruno Armirail, mais je pense que il l'a pas totalement. Quand il dit je peux jouer le général sur des courses d'une semaine, je me dis t'as vraiment vu ton potentiel, Bruno? Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas jouer le général pour des courses d'une semaine parce que t'as des petites capacités en montagne, mais t'es pas suffisamment bon. Puis ce qui fait mal également pour Bruno Armirail, c'est sa non-participation sur le Tour de France, mais aussi le fait que, en fait, Antoine Duchesne a fait du bon travail. C'est-à-dire que même moi, j'avais critiqué, j'avais émis des doutes sur le fait de ne pas prendre Bruno Armirail, mais il s'avère que c'était le bon choix pour la Groupama et que Bruno Armirail, même s'il a toujours été proche de Gaudu, cette année, la saison, elle est quand même mi-figue, mi-raisin. T'as le titre de champion de France du contre-la-montre, mais il faut rappeler face à un Cavagna qui n'était pas formidable sur ce chrono-là. Et puis ensuite, derrière, y a pas... les échappés n'ont pas forcément été au bout. Alors, il y a la première étape du Tour du Pays Basque, sur le prologue, où il fait 7ème. Et puis voilà, quoi. Et puis voilà, parce qu'il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. C'est pas une année facile pour Bruno Armirail. Autant 2021 avait été pas mal, notamment sur la Mercantour classique, notamment sur le Tour du Poitou-Charentes où il fait deuxième du général. Mais là, on a vu peut-être les limites de Bruno Armirail.
les limites de se dire, bah, c'est pas forcément un mec qui peut faire mieux qu'équipier. Or, lui, dans sa tête, il est leader, il est forcément leader. Ça va poser un problème à un moment à la Groupama. Alors, soit la Groupama va arrêter de l'utiliser sur les gros objectifs, mais lui, il se croit, j'ai l'impression qu'il a un peu l'idée de se dire je suis super, ou c'est peut-être son entourage ou son agent qui lui met ça dans la tête. Or, t'es pas un mauvais coureur, mais t'es un bon équipier. T'es pas mieux de la part de Bruno Ramirail. Là, sur ce chrono, bah, c'est compliqué. Et puis, on pourrait même presque se dire il a tout misé sur les championnats de France. Parce que quand tu regardes quand même, depuis les championnats de France, sur le Tour de Pologne, il fait 11e du chrono de l'étape 6, mais où il n'y avait pas grand monde sur ce Tour de Pologne. Et derrière, bah, il fait 6e du chrono par équipe, mais c'est une performance collective. Et sinon, on l'a très peu vu. On l'a vu prendre une échappée où il travaillait pour ses leaders, mais en tant que leader dans une échappée, on ne l'a pas vu. Ce qui montre aussi que son statut n'a pas progressé cette année. Ça reste un équipier. Et lui qui voulait peut-être changer un petit peu la donne, bah, pour l'instant, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, Bruno Armirail, il est décevant. Ouais. Il est décevant. Ce qui est décevant, c'est surtout l'écart, quoi. Alors le chrono est pas très bon, la place est pas bonne, 29e, mais en plus quasiment 3 minutes. C'est-à-dire que par rapport à Remco, tu es sur 1 minute par tranche de 10 km, mais surtout par rapport à un Cavagna ou un Sivakov, tu t'aperçois que par rapport à Sivakov c'est une 30, par rapport à Cavagna c'est 2 minutes. Sur 30 bornes c'est beaucoup, hein. Donc il va falloir... Et il finit derrière des mecs qui sont pas bons sur le chrono. Quand tu finis derrière Asparen, Menties, Luisson Sanchez, qui est plus d'une grande fraîcheur, et Garcia Pierna, c'est pas dingue, quoi. Alors tu finis devant Arensman et Pedersen, mais bon, Arensman et Pedersen ils se sont plantés. Donc c'est pas fou de la part du coureur français. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Alors du côté des coureurs au top, je vais faire assez vite sur Remco Evenepoel parce que je me suis aperçu que j'ai déjà beaucoup parlé de Remco Evenepoel dans l'avant débrief. Juste incroyable, exceptionnel, plus de 56 à l'heure. Il finit comme un boulet de canon. Voilà, c'était un contre-la-montre qui lui convenait, il n'est pas passé à côté. C'était un contre-la-montre qui lui convenait parce que pas très technique, parce que il a embarqué un 60 dents, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de relance. Mais quand tu as un 60 dents, il faut être en capacité de l'amener, en capacité de garder de la tonicité musculaire sur 30 bornes. Et ça, il a des capacités de résistance à l'effort qui sont quand même assez dingues, Evenepoel. Il y a peu de coureurs qui ont cette capacité-là à résister à des efforts longs. Et quand tu vois la manière dont tournent les jambes, tu te dis, là, il a vraiment fait mal aux adversaires. C'est-à-dire, ce soir, je suis Primoz Roglic, je suis Miguel André Lopez, je suis Rodriguez, je suis Ayuso ou Almeida. J'ai quand même pris un sacré coup au moral. Je m'attendais à perdre du temps. Il y avait des grandes chances que Remco s'impose, je l'avais mis parmi les favoris. Mais de là à faire de tels écarts, non. 48 secondes sur Roglic, 1 minute sur Cavagna. La plupart des mecs sont à 1,50 ce soir sur le chrono. 2,45 d'avance au général. Ça, c'est un gros pécule, quoi. À partir de maintenant, il peut voir venir. Et donc ça va être le vrai problème pour ses adversaires. Et puis, comment battre Remco? On voit que dans la dernière montée, son équipe est trop solide. De loin, il y a quand même toujours Julien Lafilippe. Là, Van Wilder l'a pas fait à fond, donc on fait du coaching avec Van Wilder. Et puis surtout, du côté de Remco Evenepoel, de loin, on sait qu'il a cette résistance à l'effort, donc ça va être très compliqué d'aller reprendre autant de temps à Remco Evenepoel. Il va peut-être falloir mettre des cierges pour la Covid, quoi, pour ses adversaires. Ça serait triste pour nous, le spectacle et la course, mais pour les adversaires, c'est peut-être ça l'objectif désormais. En sachant que du côté de la Covid, je commence à être un petit peu inquiet.
On peut revenir là-dessus parce qu'on a perdu énormément de coureurs aujourd'hui. Et sur cette première semaine, ils sont déjà à moins de 150, ils sont 155 je crois, c'est-à-dire qu'on a perdu plus de 20 coureurs sur la première semaine, dont énormément de cas de Covid. Ça peut être compliqué pour la suite de la course. Deuxième coureur top, c'est Rodriguez, le coureur espagnol de Ineos. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort que ça sur le chrono. 1:22:53 à l'heure, vraiment solide de la part de Carlos Rodriguez. Il devance quand même, ce qui est un peu la valeur étalon, Juan Ayuso, mais assez largement. Il a fait vraiment un très 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 bon chrono. C'est pas toujours facile pour les coureurs comme ça qui sont jeunes d'être performants sur le contre-la-montre. Mais là, il a été vraiment très très bon. Surtout qu'il en a pas fait beaucoup cette année des chronos. Il en a fait un. La première étape du Tour du Pays Basque où lui il avait fini 40e et il en avait fait qu'un seul, et le chrono par équipe du côté d'Utrecht, mais en chrono par individuel il n'en a fait qu'un seul. Et l'année dernière, je ne sais pas s'il en avait fait beaucoup plus, il en avait fait un au Tour de Grande-Bretagne qu'il avait remporté. J'avais négligé cet aspect-là. Il avait fait deux sur le Tour de l'Avenir, mais il en avait plus fait. Cette année, oui, il a été performant. C'est pas toujours simple pour les jeunes coureurs d'être forts sur le chrono, parce que ça demande de la gestion de l'effort, ça demande de bien se connaître, le contre-la-montre. C'est un effort où si tu connais pas tes valeurs, si tu sais pas là où tu peux aller du côté, jusqu'à quel niveau tu peux aller en termes de douleur, si tu te connais pas au niveau de tes sensations, eh ben, tu peux te faire vraiment avoir. Donc la performance de Carlos Rodriguez, elle est vraiment bien. Ça montre que c'est un coureur hyper prometteur. Et pour les grands tours, il est quand même quatrième du général ce soir. Quatrième du général à une cinquantaine de secondes du podium. Cinquantaine de secondes d'Enric Mas, c'est très intéressant. Et pour Ineos, c'est intéressant de voir que sur un chrono comme ça avec du monde, il est capable d'être très performant. Mais en même temps, sur le Tour de Grande-Bretagne, encore une fois, il n'avait pas battu des branquignoles sur un chrono qui était 10 km plus court. C'était un chrono par équipe. Oui, donc c'était un chrono par équipe. Oui, le Tour de Grande-Bretagne. Je n'avais pas suivi le Tour de Grande-Bretagne l'année dernière. Donc oui, depuis, ça faisait depuis quelques temps qu'il n'avait pas fait un chrono, quoi. Il avait fait la semaine internationale Copier-Bartali, le Tour de l'Algarve. Mais c'était aussi des chronos plus courts. Sur un chrono de 30 bornes, il avait fait les championnats d'Espagne l'année dernière, où il avait fini troisième. Donc ça montre une belle performance, et puis ça montre également des progrès du côté de Carlos Rodriguez. Donc ça va être intéressant pour les années à venir, parce que c'est un coureur qui est capable de faire des très très bons résultats dans ce type de situation. Coureur qui a démarré en 2020 chez Ineos, parce que il avait été champion d'Espagne junior du contre-la-montre. Pas énormément de résultats, même chez les juniors au niveau championnat du monde. Et bon, voilà, il avait eu des résultats en France, mais pas forcément des grands résultats. Troisième des championnats sur route européens lors de sa première année chez les juniors, mais tout n'avait pas été parfait du côté de notre ami Carlos Rodriguez. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier flop du jour, Thymen Arensman. Je m'attendais à un peu mieux de la part du coureur néerlandais. J'espère que c'est pas un déficit physique suite à la Covid, parce que il fait pas un bon chrono. Bon, ça c'est déjà pas exceptionnel, parce qu'il perd une place par rapport à O'Connor, Geoghenaert et Sivakov. Il se retrouve 12e du général, mais surtout l'image à l'arrivée, elle est beaucoup plus inquiétante. C'est que bon, il fait un mauvais chrono, il perd aujourd'hui Arensman, que je le retrouve parce qu'il finit très loin Arensman. Arensman, je l'ai perdu. Thymen de la DSM. Il finit 32e à 2,59, mais il finit dans un sale état à l'arrivée. Il y avait le service médical qui n'était pas extrêmement loin, donc ça c'est pas rassurant, surtout quand on sait qu'il y a eu pas mal de cas de Covid chez DSM.
J'espère que ce n'est pas la Covid pour lui, parce que sinon DSM n'aura plus aucune carte. Quand on sait la bagarre pour le classement pour l'UCI, alors comment vous dire l'avantage c'est qu'ils avaient un peu de marge, mais quand même, hein, il faut faire gaffe parce que ça peut aller vite. Alors techniquement pour moi ils étaient sauvés, mais il faudrait pas qu'ils fassent un zéro quand même pointé ou très peu de points sur cette Vuelta, et pour le moment ça semble quand même mal embarqué cette affaire-là. Almeida, pour moi faute professionnelle. Faute professionnelle de se tromper de route. On est sur un chrono, il y a des repérages, tu fais les repérages, normalement tu peux pas faire une erreur comme ça. C'est une faute professionnelle qu'il a fait Almeida. Normalement il doit connaître le parcours par cœur. Un chrono, c'est au centimètre près. Tu le fais au moins une fois, voire 2 fois à vélo. Là je pense qu'ils l'ont fait qu'une fois. Ensuite tu le fais une fois dans la voiture. Normalement, il y a des caméras embarquées également. Donc, on connaît le parcours. On connaît le parcours à 100%. Donc, c'est une erreur énorme qu'il ait pris la dérivation. Et de toute manière, sans même prendre cette dérivation où il perd 20 secondes, bon, bah, le chrono, il est pas bon. Hein. Parce que bon, t'enlèves les 20 secondes de Almeida, ça fait 2,13 moins 20, ça fait une 53. Bah, une 53, ça le place au niveau de Ben O'Connor, quoi. Almeida, normalement, il vaut mieux que Ben O'Connor, mais surtout, ça le place derrière Enric Mas, qui pourtant finit mal. Ça le place derrière Miguel André Lopez. Or, Almeida, il doit être normalement au niveau de Carlos Rodriguez. Donc, il lui manque 40 secondes. J'ai l'impression que Almeida, il est un peu fatigué. Hein. C'est vrai qu'il a fait le Tour d'Italie. Bon, il abandonne à 3-4 jours de l'arrivée et que bah, la saison est longue pour Almeida et il voit bien que ça va être dur pour faire mieux que top 10. Et je pense que Almeida, lui, il vient pour la gagne. Donc quand tu sens que tu peux pas jouer la gagne, c'est très frustrant et je pense que c'est pas facile pour le coureur portugais pour le moment. Et je pense qu'il y a une énorme frustration mélangé à la fatigue quand même d'une première semaine de course, au fait que bah, pour moi cette Vuelta ne correspond pas à ses qualités, à part la Sierra Nevada et encore, ça risque d'être compliqué pour Joao Almeida, donc ouais. L'avantage c'est qu'il n'est pas encore largué quoi, pour le top 5. Le top 5 il est 2 minutes devant. Mais bon, pour le moment je ne vois pas faire mieux ni que Simon Yates, ni que Ayuso. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant pour Almeida. Et puis, alors je mets pas Rohan Dennis parce que Rohan Dennis, j'ai un doute s'il l'a fait pas que le premier Inter-Info pour donner des objectifs de temps à Roglic et qu'ensuite il a déroulé. Et du côté de Rohan Dennis, il y a aussi la fatigue de cette première semaine de course où il a dû bosser énormément. Voilà, donc je me demande s'il l'a vraiment fait totalement à fond, Rohan Dennis, s'il fallait pas juste faire le premier à fond et puis ensuite on déroule. Et dans ce cas-là, ça serait pas si mal que ça pour Rohan Dennis. Tant je termine avec Jane Lay, bah, le chrono c'est pas son truc. Hein. On s'attendait à ce qu'il perde du temps, bah, il en a perdu. Je pense des mieux classés au général, il perd 4 positions aujourd'hui. C'est celui qui fait le moins bon chrono, mais en même temps c'est pas une surprise. Il perd 3,48. 3,48, c'est énorme. C'est énorme sur un terrain comme ça. C'est donc 4 minutes, quasiment 4 minutes sur 30 bornes. Donc c'est quasiment une minute par tranche de... C'est plus d'une minute, ça fait 1 minute 20 par tranche de 10 km. Voilà, hein, c'est énorme. C'est énorme, ça doit faire du 10 secondes de kilomètre. C'est sûr que là, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Et en même temps, le seul grand tour pour le moment qu'il a remporté cette année, c'est le grand tour, il y avait le moins de contre-la-montre. Donc c'est pas une surprise. Il aime pas ça. Il savait que ça allait être dur. Bon, maintenant, les objectifs vont être différents pour Genley, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il est quand même un tour en dessous en montagne. Ça risque d'être compliqué pour Genley d'aller chercher un grand résultat, vu que maintenant il est à 9 minutes 24, c'est-à-dire à 5 minutes
4,30 de Yates et d'Ayuso. Donc 4,30 de Yates et Ayuso, va falloir aller les chercher sur 10 jours de course. Ça va pas être évident pour le coureur australien. Demain, présentation 7h30 de l'étape numéro 11. Présentation assez rapide. Débrief sur TikTok 18h demain soir. 21h le débrief de certainement un sprint. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Make Production. Ciao, ciao!